Il me semble que ce qui est important, c'est de différencier la reconnaissance du préjudice avec la culpabilité de l'auteur. Ça intéresse peut-être le magistrat, la justice des hommes, etc., mais pas le thérapeute. Pourquoi? Parce que ce phénomène-là empêche de penser. Notre travail consisterait à partir du postulat, quand même, vous voyez bien que vous lui faites du mal, vous voyez bien que là c'est compliqué, vous voyez bien, etc. etc. C'est ça, on est dans une impasse. Ne pouvant pas le penser, nous, on ne pense qu'on ne peut travailler avec elle qu'à partir du moment où elle reconnaît qu'elle fait du tort à son enfant et que le point de départ de notre intervention, c'est la reconnaissance de cette maltraitance, on est dans une impasse, puisque elle, de son côté, ne peut pas le penser dans la mesure où, précisément, par loyauté, etc. Et du coup, alors, il faut attaquer sur l'histoire, elle, avec ses parents. Le but, c'est de commencer par elle en tant qu'enfant et qu'elle ouvre les yeux par rapport à ce qu'elle a vécu par rapport à ses parents. Ouais. Vous allez commencer par ça. Pour ça, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, qu'on puisse lever les empêchements à l'expression d'une loyauté vis-à-vis de ses parents. Parce que si elle ne peut pas le penser, c'est que cette loyauté empêche de le penser. Hein. Alors c'est là qu'il y a un concept intéressant dans l'approche contextuelle. Hein. C'est l'idée de... Lever les empêchements, pardon. Lever les empêchements de cette loyauté, oui, qui empêche de penser qu'à un moment donné, on a subi un préjudice. Parce qu'elle dit, par exemple, la fille née de cette femme dit « Oui, mais moi aussi j'étais maltraitée. » Bon, on s'en remet, hein. Une fois qu'on a dit ça, c'est comme si on avait dit que je n'ai pas été maltraité finalement, puisque la maltraitance n'a pas de conséquences. Donc, si une cause n'a pas de conséquences, est-ce qu'il y a vraiment eu une cause? Peut-être qu'il n'y a pas eu de cause finalement. C'est une façon de traiter ça. À force parce qu'on est très persuasif quand même, quand même, vous avez été battu, vous avez été abus sexuels, vous avez été violé, etc. Bon, on ne peut pas dire non, ça n'a pas existé, puisque on reconnaît, mais la loyauté, hop. Dans les effets, en fait, c'est pas de dire qu'il n'y a pas eu, mais c'est ça n'a rien fait, quoi. Au bout du compte, une fois qu'on a amené et des preuves, et des repreuves, et des machins, qu'on a essayé de les convaincre, qu'on était très habile, très persuasif, on y est arrivé, la pirouette finale, c'est finalement pas d'effet, pas de cause. Donc, c'est-à-dire, bon, ok, j'admets qu'il y a des causes, mais j'enlève les effets. Bon, d'accord, alors, à ce moment-là, on revient en arrière. Alors, c'est cette idée de injustice distributive. Ça, c'est une notion très intéressante, et rétributive. Hein. C'est une notion très intéressante parce que, et au fond, si mon parent, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, prenez une situation d'une famille émigrée, par exemple, une famille émigrée qui arrive en France, qui ne parle pas la langue, qui est dans des conditions de vie précaires, n'a pas totalement les éléments pour pouvoir... Elle se trouve en situation de vulnérabilité et ne peut pas mettre donc toute une disponibilité, toute une compétence pour pouvoir élever les enfants, etc., convenablement. Bon, il y a eu des carences éducatives. Est-ce que c'est la même chose que des parents qui avaient tout à fait les moyens de s'occuper des enfants et qui, pour des raisons qui sont des raisons autres, je ne sais pas lesquelles, ne se sont pas occupés des enfants? Est-ce que c'est tout à fait la même chose? Elle dit, ben non. Il y a quelque chose qui est du côté d'une destinée, d'un destin, qui ferait que finalement on est empêché pour des raisons qui ne sont pas des raisons, qui sont indépendantes de la volonté du sujet. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un est-ce qu'on peut lui en vouloir? On peut toujours dire, ben, tu m'as fait souffrir. Ça m'a fait mal quand même. Hein. Mais... On dit la situation qui fait souffrir. Comment? Ça serait la situation qui fait souffrir plutôt que tu me fais souffrir. Si c'est lié à oui, c'est ça. un état de fait. C'est ça. Quelqu'un qui, par exemple, a une maladie, cette maladie l'affaiblit, cet affaiblissement empêche de répondre à certains devoirs, besoins, obligations, nécessités, etc. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, dire, oui, c'est la faute à pas de chance, cette affaire. C'est-à-dire que là, il y avait des facteurs qui faisaient que, donc, du coup, mais ça peut être des facteurs psychiques.
Peut-être que les parents qui ont été abuseurs, peut-être eux-mêmes ont vécu des choses qui étaient un peu compliquées. Oui, si on peut à un moment donné penser qu'il y a quelque chose qui est du côté d'une intentionnalité, volonté de faire du mal, ou bien de faire du mal alors que les circonstances ont fait que la personne ne pouvait pas faire autrement que de faire ce mal-là, faire subir ce préjudice. Alors à ce moment-là, on peut commencer à séparer un petit peu les choses, quoi. Mais tant que j'arrive pas à penser ça, je suis obligé de penser que l'autre m'a fait du mal parce qu'il me voulait du mal. Mais pourquoi un enfant pourrait penser que son parent lui a fait du mal parce qu'il lui voulait du mal? Ah, c'est un mauvais enfant. C'est-à-dire un enfant ne peut penser que son parent est un mauvais parent pour lui de façon intentionnelle que s'il est un mauvais enfant. Ouais. Donc, à un moment donné, de pouvoir faire accéder la personne au niveau d'une justice distributive, c'est-à-dire que ben voilà, le destin a distribué un certain nombre de choses, des troubles psychologiques, une addiction, des conditions de vie, de la précarité, de la maltraitance vécue à la génération précédente, etc., etc. Alors à ce moment-là, c'est plus facile pour un sujet de reconnaître le préjudice qu'il a subi. Puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus un problème de loyauté. Hein, c'est-à-dire que c'est extériorisé sur voilà, les causes. Les causes sont externalisées, et du coup, on n'est plus obligé de faire un procès à son parent qui nous a fait subir un préjudice. Comme on n'est plus obligé de lui faire le procès, on peut très bien reconnaître le préjudice. Voilà le préjudice que j'ai reçu, mais je ne vais pas te poursuivre de ma... Comment dirais-je? Je ne vais pas te présenter la facture de ce préjudice, puisque de toute façon, maintenant j'ai compris, tu ne pouvais pas faire autrement. Tu as fait ce que tu as fait, ça m'a fait du mal. Mais par contre, le fait de pouvoir reconnaître que tu m'as fait du mal, donc de pouvoir être reconnu à cette place-là par l'autre, sans avoir besoin d'exiger une réparation, d'exiger une sanction, d'exiger une culpabilité pour cela, alors à ce moment-là, ça devient plus facile d'être reconnu à cette place de « j'ai subi un préjudice », donc je peux commencer à penser que peut-être moi aussi je fais subir un préjudice à l'autre. Ouais, vous voyez cette idée? Ça devient plus facile à ce moment-là, non pas de dire bah, ok, la question c'est pas. C'est la proposition thérapeutique de l'approche contextuelle, de dire bah, il faut non pas, on va pas sortir de la légitimité destructrice, mais on va plutôt encourager à mettre en place de la légitimité constructrice. C'est-à-dire qu'est-ce qui dans la relation maintenant, d'accord, il y a eu un préjudice dessus. C'est vrai que l'abus qu'il y a eu par rapport à votre enfant, cette exploitation qu'il y a eu de l'enfant à un moment donné, parce que vous étiez en position vulnérable, il y a préjudice pour l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vous poursuit pour cela, on vous punit, comme dirait l'autre, vous me coupez un bras et je ne peux plus jouer de la guitare. Ou bien on se met dans une dynamique de légitimité constructrice. Maintenant que la relation est attaquée, maintenant que le lien est affaibli, détruit, endommagé, eh bien, qu'est-ce que je peux mettre dans ce lien qui va me donner plus de légitimité dans la relation? Qui fait que l'autre aura plus confiance en moi maintenant. Que l'autre pourra être plus dans un sentiment de fiabilité vis-à-vis de mon engagement dans la relation. C'est-à-dire, c'est de favoriser dans le travail des actes, des engagements, des positions qui vont enrichir de constructivité, de fiabilité, de confiance dans l'autre. Dire, ah ok, mon parent qui était dans une relation de destruction avec moi et qui se mettait dans des états pas possibles, qui me tapait dessus, etc., vient de poser là un acte dont je reconnais que là, il y a quelque chose qui est, hop, du côté de je peux plus lui faire confiance maintenant qu'avant cet acte-là. Ça fait partie des questions que je pose des fois dans les relations par-enfant, dans des questions de maltraitance, mais à votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire que demain, votre enfant puisse avoir un peu plus confiance dans votre relation? Ou inversement. Qu'est-ce qui fait que ton père, demain, pourrait avoir un peu plus confiance en toi? À ton avis, qu'est-ce qui pourrait faire ça? Une petite chose, hein, pas de grosse... on ne court pas le 100 mètres quand on a une jambe cassée, hein, donc on y va mollo, mais une petite chose qui serait accessible, qui serait possible, et qui ferait que, d'après vous, demain, l'autre ait plus confiance. Qu'est-ce que ça serait? Réfléchissons à ça.
C'est de sortir de la légitimité destructrice pour rentrer dans un processus de légitimité constructive. Ouais. Là, si vous voulez, ça nous donne des pistes, à mon avis, assez concrètes pour travailler avec des familles quand on est dans des répétitions de maltraitance comme ça. Et il faut vraiment sortir de ce concept de loyauté qui serait ils font des conneries par loyauté à l'autre, et que c'était pas du tout. Hein. C'est la loyauté de ne pas pouvoir reconnaître le préjudice qu'on a subi. Un enfant ne peut pas, comme ça, spontanément, reconnaître que son parent lui a fait subir un préjudice. On a un père qui a été maltraité, qui maltraite à son tour, et quand on l'interroge sur ce que lui a vécu comme enfant, il dit non mais bon ça va, je me suis remis, j'ai réussi dans la vie, bon voilà, le martinet, tout ça. Voilà. Sauf que quand il secoue son fils, qu'il est au bord de l'étrangler dans la baignoire, il ne peut pas penser qu'il est en train de lui faire du mal. Il ne se rend pas compte parce qu'il ne peut pas penser ce qu'il est en train de faire, parce que lui-même a été maltraité. Sauf que là, on a un deuxième effet systémique bien connu des thérapeutes structuralistes, qui est que ce type-là, à partir de là, va être disqualifié en position de père, et va donc quitter sa position de père, et ne va plus intervenir auprès de l'enfant. Résultat, on a un adolescent qui va... Oui. Donc on voit qu'il y a une complémentarité entre des approches familiales et son approche structuraliste, hein, au fond, théorie de la communication, etc., où on voit bien, qui ont beaucoup travaillé là-dessus pour dire, mais au fond, voilà, lorsque le couple parental, il y a des disqualifications mutuelles, les rôles ne sont plus tenus, un effondrement, donc des symptômes, c'est pas faux. Mais on voit qu'on peut combiner ça avec ce type de processus qui nous permet de penser ce qui se passe au niveau des transmissions transgénérationnelles. Hein. Oui. Je trouve que c'est difficile des fois de travailler avec les parents en leur donnant la possibilité d'être responsable mais sans être coupable. Je trouve que c'est difficile, moi. C'est tout l'enjeu de l'éthique relationnelle. Il faut se remettre dans une dimension temporelle, incarnée. Je veux dire, ce qui est passé, c'est passé. Je veux dire, le fait de faire porter une responsabilité à des gens qui ne sont ni plus là pour réparer, ni pour... qui sont des gens d'ailleurs imaginaires. Parce qu'au moment où vous travaillez avec un parent, ses propres parents, c'est les parents qui sont dans sa tête. Hein, c'est pas les parents réels, c'est les parents qu'il a dans la tête. Premier point. Deuxième point, la question, et ça je pense que c'est... Là on le retrouve avec les thérapies narratives. On dit bon, voilà, la question va externaliser le problème au niveau de la relation, parce que ce qui nous intéresse, c'est de récupérer la responsabilité des acteurs ici, maintenant, pour le futur. La question, c'est pas de chercher des responsabilités passées, en réalité, c'est chercher des coupables. Dès que je commence à m'intéresser à la responsabilité dans le passé, en réalité, je cherche à faire endosser de la culpabilité. C'est une faute. C'est-à-dire, si on se met dans un champ de la culpabilité de l'auteur, ça empêche celui qui a subi le préjudice de pouvoir reconnaître ce préjudice. Or, à la génération suivante, on a besoin qu'il reconnaisse le préjudice pour pouvoir se responsabiliser, pour faire cesser les préjudices que lui est en train de faire vivre. Donc à un moment donné, moi je pense que cette question de la culpabilité, vous n'êtes pas du tout à travailler. Elle fait des points aveugles, elle fait des ruptures générationnelles, enfin, elle fait des ruptures dans la continuité du donner et du recevoir, et on se met dans des logiques de légitimité destructrice. Alors, la question de, vous dites, si un parent dit, mais vous dites c'est de ma faute, etc., je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de, c'est de votre faute. Est-ce que vous pensez que les comportements que vous avez avec votre enfant peuvent lui porter préjudice aujourd'hui ? Première question. Deuxième question, ok, mais est-ce que vous pouvez imaginer que moi, je pense que, en tant que parent, vous voulez porter préjudice à votre enfant? Est-ce que vous pensez ça? Vous pensez que moi, je pense qu'un parent veut porter préjudice à un enfant? Si elle me dit oui, je dis ben non. Moi, je pense que tous les parents de cette planète veulent élever, aider, protéger leurs enfants.
si ce n'était pas le cas, l'espèce humaine n'aurait pas franchi 40 000 ans. Tous les êtres humains sont dotés d'une intentionnalité de protéger leurs enfants. Alors maintenant, je reviens à la question précédente. Est-ce que vous pensez que, actuellement, le comportement que vous avez peut porter préjudice à votre enfant? Alors donc, on a un parent qui veut protéger son enfant et qui porte préjudice à son enfant. Et du coup, dans cette conception, ça n'existe pas la perversion, la perversité? Si, ça existe, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, pourquoi les pervers seraient exonérés d'humanité? Pourquoi les pervers seraient moins normaux que les autres? Il faudrait mettre les pervers au banc de l'humanité? Ou bien on considère que la perversion est un axe possible dans la structure humaine, qui fait partie des possibilités humaines, comme la psychose, la névrose, et puis le trouble de l'humeur. La perversion est simplement un mode de défense particulier. Certes, il est plus emmerdant que les autres, encore que lorsque vous avez un accès psychotique et que vous mettez à flinguer plein de gens comme ça sans raison, c'est assez efficace aussi pour les autres. Hein. Mais, si vous voulez, la perversion, c'est une forme de défense particulière où on est tellement insécurisé en soi que contrôler l'autre en prise et pouvoir l'utiliser pour lui faire du mal est une façon de pouvoir équilibrer un certain nombre d'aménagements pulsionnels. Bien. Il n'empêche que si on veut travailler avec des pervers, on a intérêt à penser qu'ils ils font partie de l'humanité, qu'ils ont plutôt privilégié un axe de la structure psychique que d'autres. Du côté de la nouvelle normalité et des nouvelles pathologies, il y a un psychanalyste qui s'appelle Charles Melman qui pense que pourquoi on a affaire à plus de pervers aujourd'hui qu'au siècle précédent, parce que c'est une défense face à la psychose, c'est-à-dire face à la psychotisation du monde. Eh bien, la perversion est un mode de défense possible. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça veut bien dire, effectivement, il y a cette possibilité chez l'être humain. Voilà, mais, si vous voulez, on a tous de la perversion en soi, quand même. Enfin, peut-être pas vous, mais... C'est-à-dire que c'est quand même utile dans certaines situations de pouvoir manipuler des objets, manipuler l'autre. C'est une capacité d'Homo sapiens indispensable. Mais si cette capacité n'est plus connectée avec un sentiment d'empathie, un sentiment que l'autre existe et qu'il est sujet, alors si je commence à le manipuler comme un objet, cet autre-là, évidemment, ça a des conséquences. Ça fait partie... La manipulation d'objets fait partie d'Homo sapiens. Il se trouve que l'autre est aussi sujet. Donc, tout ça pour dire que par rapport à votre question, moi je pense que si on veut travailler en protection de l'enfance, avec des familles maltraitantes, je pars du postulat qu'il n'y a que des parents qui veulent protéger leurs enfants. Ça n'empêche pas qu'il y ait des préjudices. Mais si je pars du postulat qu'il y a des parents tout parent veut protéger son enfant, veut le bien pour son enfant, y compris ceux qui les abandonnent, y compris ceux qui font des dénis de grossesse, y compris ceux qui veulent tuer in utero leur enfant, je pense que c'est des bons parents. Il y a une légende tibétaine qui dit que quand un enfant naît, dans les premiers jours de sa naissance, on le prend et on va le plonger dans la rivière qui doit être à peu près à 0 degré. Et s'il ne survit pas, c'était préférable pour lui. Parce que pour vivre à cette altitude, par cette température, il vaut mieux avoir une constitution physique, sinon on se rend très malheureux. J'imagine que pour tout bon juge des enfants, c'est une pratique probablement très maltraitante. Dans cette conception-là, c'est épargner, c'est protéger l'enfant. C'est protéger l'enfant d'une constitution vulnérable, d'un destin malheureux. Dans l'éthique relationnelle, Nagy avait soulevé cette idée que le thérapeute, c'est celui qui se préoccupe du futur. Là, c'est un peu contraire à une certaine manière à la psychanalyse, qui dit au fond le thérapeute, c'est celui qui s'occupe du passé.
Le thérapeute, c'est celui qui a la préoccupation de la génération future. Dans cette question de travailler avec des familles maltraitantes, le fait qu'à un moment donné, je sépare le distributif du rétributif, je sépare l'intentionnalité du préjudice, ça me permet de travailler avec eux. Tout d'un coup, ils acceptent de dire, bah oui, c'est vrai que peut-être là, c'est bon. Mais parce qu'ils ne se sentent pas jugés par moi comme étant celui qui dit de l'extérieur, la norme, et qui dit, hop, c'est mal ce que vous faites. Préjudice à votre enfant. Et donc, je les mets en place d'auteurs coupables. Et les mettant à cette place-là, ils sont obligés de se défendre en disant mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Il n'y a pas de préjudice. Et du coup, comment je peux travailler avec eux? Alors qu'en coupant cette affaire-là, je peux me dire qu'est-ce que vous comptez faire pour faire cesser ce préjudice? Et moi, je suis là pour vous aider à faire cesser ce préjudice. Je suis pas là pour. Je suis là pour vous aider. Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour faire cesser ce préjudice? Mais pour ça, il faut se séparer de cette notion de. Qu'au fond, on serait dans une injustice rétributive avec des parents qui seraient des mauvais parents, des sortes de monstres qui voudraient du mal pour leurs enfants. Alors après, discours psychopathologique, là vous avez d'hyperversion, mais on entend avec des parents psychotiques. Ça vous dit, ah oui, mais il est psychotique, donc comment voulez-vous qu'il s'occupe de son enfant, il est psychotique? Bon, quand on sait un peu la question de la psychose, différemment, on se dit quand même, il y a beaucoup de psychotiques qui élèvent des enfants qui ont des hautes responsabilités dans la société et on ne leur retire pas pourtant. Il y a un certain type de psychose qui se fait épingler là. Oups. Je veux dire, c'est pas une raison, c'est pas la psychose qui fait qu'un enfant est maltraité. Ce qui fait qu'un enfant est maltraité, c'est que le lien que ce parent construit avec cet enfant-là n'arrive pas à penser sa protection. Et c'est la psychopathologie, les addictions, tout ce que vous voulez. On ne peut pas légitimer le lien aux parents par la pathologie. Quand bien même il y a des éléments de la psychose qui empêchent de construire un lien protecteur à l'enfant, le fait de légitimer cette non-protection par la psychose nous empêche de penser le travail avec ce parent. On s'identifie tellement à l'enfant qu'on n'arrive plus à penser que dans ce parent-là, il y a aussi un enfant qui a subi des préjudices, qui ne peut pas les reconnaître, et même si on le pense intellectuellement, on n'arrive pas à rejoindre cet enfant-là. Si on était plus convaincu que pour qu'un parent se montre aussi maltraitant, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'enfant qui est en lui est vraiment terrorisé, malheureux, etc. Et que c'est cet enfant-là qu'il faut aller contacter d'abord en priorité. Pourquoi? Parce que celui qui est là à la visite médiatisée, de toute façon il va repartir en famille d'accueil. Et puis, voilà, on va s'en occuper de celui-là. Bon, même si... Ok, c'était difficile, très bien. Mais par contre, si on n'arrive pas à atteindre l'enfant qui est à l'intérieur, qui est en train d'attaquer cet autre enfant, alors on n'arrive pas à faire cesser cette transmission générationnelle. C'est ça le problème de cette affaire. C'est-à-dire qu'on est aveuglé par un type de victime, par celui qu'on a sous les yeux. L'approche contextuelle est un grand secours, parce qu'elle nous dit, attention, il y a une dimension qui est une dimension affective, émotionnelle, pratique, concrète, que la protection de l'enfance nécessite de pouvoir mettre de la distance, de la séparation entre la source émotionnelle, affective qui attaque l'enfant, mais en même temps, elle nous dit, attention, il y a une autre dimension, c'est que la loyauté aux parents va être une autre forme de pathologisation et de problème. Un, pour l'enfant lui-même, c'est-à-dire qu'on va voir l'enfant se mettre en difficulté et d'exprimer un certain nombre de loyauté à ses parents par des formes symptomatiques. Là, un des enfants, par exemple, il va celui qui a protégé, qui a dénoncé la maltraitance dans la famille, quand il va en visite chez ses sœurs aînées, eh bien il en est malade avant, il vomit. C'est-à-dire que si c'était si simple que ça, c'est-à-dire, ok, éloignement affectif et tout est réglé. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel attire notre attention à l'approche contextuelle, c'est la génération future. Parce que ce qui n'a pas été élaboré pour ces enfants, eh bien, les préjudices qui auront été liés à cette loyauté non traitée, j'ai vécu une injustice parce que j'ai été placé, j'ai vécu une injustice parce que, etc., etc., eh bien, ça se reproduira à la génération suivante. Donc,
à ne pas prendre soin de l'enfant qui est dans le parent maltraitant. D'une part, on ne fait pas totalement notre job de protection de l'enfance, et en plus, on ne protège pas les générations futures. Donc on devrait, mais je sais que c'est difficile à faire passer cette idée, hein, mais moi je suis convaincu aujourd'hui que c'est en prenant soin, au moins autant, j'ose pas dire d'abord, mais au moins autant de l'enfant qui a subi des préjudices dans ce parent qui en fait subir à ses enfants, qu'on protégera cet enfant qui aujourd'hui subit des préjudices. Et en plus, on protégera les générations futures. Et que si on fait pas si on ne prend pas la peine, si on ne se donne pas le courage, si on ne se donne pas les moyens de travailler ça, on ne fait pas vraiment notre job de protection de l'enfance. Mais je sais bien que ce n'est pas la mode, hein, ce que je dis. Ça, c'est pas de laisser en contact des parents qui ne peuvent pas maîtriser un certain nombre de comportements destructeurs en contact des enfants. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis qu'il va falloir prendre en compte quand même cette question de comment ces enfants vont pouvoir continuer à exprimer une loyauté et qu'elle soit pris en compte dans la prise en charge. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, ça sera dans les symptômes que cette loyauté va s'exprimer. Et on n'aura rien gagné au bout du compte. Donc on peut demander à une mère, effectivement, qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle ne se sente pas trahie par le fait que son enfant soit dans une institution, dans une famille d'accueil? Est-ce que le fait que son enfant aille bien, travaille bien à l'école, soit heureux, puisse s'intéresser à la famille d'accueil, s'investir dans la famille d'accueil, est-ce qu'elle le vivrait comme une trahison? Si son enfant pouvait penser qu'elle le vivrait comme une trahison, qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire pour le rassurer sur le fait qu'elle ne se sent pas trahie, etc., etc. Comment tu pourrais exprimer à ta mère le fait que parce que tu es proche de ton assistante familiale, tu ne la trahis pas pour autant? Qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est-à-dire les amener de chaque côté à penser l'expression des lois de loyauté, tout en continuant, c'est-à-dire on ne va pas sacrifier soit l'enfant, soit le lien. C'est ça le problème. C'est si on sacrifie le lien, au fond on sacrifie l'enfant et les générations futures. Donc il faut tenir ensemble de ça. Et il ne s'agit pas de lâcher la protection. Des parents qui ne peuvent pas s'empêcher que d'avoir des attitudes d'abus sexuels. Ils ne savent pas protéger les enfants de ça. Ou qui sont dans la violence, parce qu'à certains moments ils ne contrôlent pas leur violence. Il ne s'agit pas de laisser les enfants au nom du lien. En disant, écoutez, essayez de faire mieux quand même la prochaine fois, bon. Hein, bon. Non, c'est pas ça, écoutez, ça c'est plus possible. Donc, bien sûr qu'on va séparer, on va protéger. Mais en même temps, on va s'intéresser à ce lien. Comment tu pourrais faire? Ben, je vais faire des dessins. Ah, super, je fais des dessins. Et on ne va pas vivre ces dessins-là comme étant des formes de je ne sais pas quoi, mais d'expression. Et de mettre ça au travail en permanence, en même temps qu'on travaille la protection, en même temps. C'est-à-dire, on confond la relation et le lien. On peut arrêter les relations dans un souci de protection et continuer à travailler le lien. Et travailler le lien avec autant d'attention, de focale, de soins. On va apporter autant de soins au travail du lien qu'à la protection dans la relation. Et quand on arrive à penser les deux, bah, on arrive, les parents. Par exemple, cette mère accompagne ses enfants, ce fils qu'il avait dénoncé, hein, donc elle dénoncé, elle part au pénal, etc. Et quand elle accompagne l'enfant de la famille d'accueil, elle dit, tu les appelleras, comment elle dit, papy nourricier et mamie nourricier. Et l'éducatrice, elle l'a mal vécu. Elle a dit, ouais, et tout, cette femme quand même, qu'est-ce qu'elle demande et tout. Je dis, si on avait pensé ça, en disant, ah, c'est super votre truc, madame, grâce à ça, vous allez permettre à votre fils de pouvoir s'attacher à cette famille sans que vous vous sentiez trahi par cet attachement. Ah, ça c'est vraiment formidable. Bravo, vous avez trouvé un truc génial. Ça aurait apaisé tout le monde. La famille d'accueil ne se serait pas sentie... Quand l'enfant dit papino, il aurait dit ça un temps, puis après il aurait dit autre chose, mais dans un premier temps il aurait dit ça. On sait que c'est pas contre eux, que c'est précisément sa façon à lui de s'attacher à la famille, et en même temps de ne pas trahir sa mère. Et sa mère donc autorise son fils à pouvoir s'attacher à cette famille. Donc c'est pas un problème. Sauf que là on en fait un problème. Ça veut dire, ouais, cette mère ne veut pas qu'il grandisse là, qu'il s'en... Pas du tout. Enfin, ça c'est notre construction. Bien sûr qu'elle est ambivalente cette mère. Mais on a le choix de dire c'est une mauvaise mère qui veut empêcher que son enfant grandisse, ou bien de dire ah c'est une mère qui est en train de permettre à son enfant de grandir sans se sentir trahi. La réalité, c'est les histoires qu'on raconte sur la réalité.
Oui. Donc apprenons à raconter des histoires qui soient un petit peu plus justes et qui laissent un peu plus de liberté et qui créent plutôt de la confiance plutôt que de la méfiance et de la destruction. Essayons plutôt de raconter des histoires qui favorisent des processus de confiance. Je crois que c'est... lorsqu'on essaye de combiner et les approches contextuelles et les approches narratives, aujourd'hui je me dis ça, c'est essayons de fabriquer des histoires qui donnent un peu plus de chance à une éthique relationnelle que des histoires où on n'a que des fous, des pervers, des salauds, des méchants, des monstres et des pauvres victimes. Parce que ça appauvrit l'éthique, la confiance et la relation.